Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Donc je donne la parole à Pierre Roy pour le première intervention. Donc Pierre Roy est historien, militant de la libre pensée, et il est aussi, disons officieusement ou officiellement, je ne sais pas, responsable scientifique de la Fédération nationale pour tout ce qui concerne la campagne pour la réhabilitation des fusillés. Pierre. Merci. Chers amis, chers camarades, tout d'abord, vous excuserez ce que je perçois comme une voix un peu nasillarde de l'intérieur, mais vous l'attribuerez à une bronchite un peu tenace. Donc, mon sujet, c'est les mutineries dans l'armée française de la fin du printemps 1917 au début de l'été de cette même année. Tout d'abord, je voudrais envisager les causes. Elles sont bien évidemment nombreuses. Il y avait une crise du haut commandement qui sévissait depuis des mois. Le nouveau général en chef, qui avait été nommé peu avant par Briand, était contesté par d'autres généraux comme Pétain et d'autres. Sa stratégie était jugée quelque peu aventureuse et inadaptée à la situation. Nous sommes, grosso modo, en mars-avril 1917. Le repli de l'armée allemande sur des positions plus solides, qu'on appelait la ligne Hindenburg, que les Allemands eux-mêmes appelaient la ligne Siegfried, et qui était en fait un repli fort bien calculé, interprété par Nivelle comme un signe de faiblesse. Donc ce repli, en prévision d'une offensive prévisible du côté allié, fut interprété, comme je l'ai dit, comme un aveu de faiblesse, alors qu'il n'en était rien. Toute cette période d'attente fut mise à profit par l'armée allemande pour construire des abris bétonnés d'une grande résistance aux obus. D'ailleurs, ils ont gardé la main, puisque la Seconde Guerre mondiale, on a vu, on peut voir, là, c'est pas mal ce qui a été fait pour abriter les sous-marins. Et donc a été mis à profit pour ménager des abris, souvent aussi bétonnés, pour installer sur les pentes raides des collines du chemin des Dames des nids de mitrailleuses qui s'avéreront extrêmement efficaces. La stratégie de la répartition des troupes dans les lignes de tranchées échelonnées en profondeur, avec une première ligne aux effectifs mesurés, un peu les sacrifiés, et des lignes plus en arrière, parfaitement aguerries, solidement implantées dans les tranchées profondes et bien construites, abondamment ravitaillées en artillerie, munitions, etc., par un système de chemin de fer relié aux voies civiles et connecté avec les voies allemandes, civiles. Cette stratégie, qui avait déjà fait ses preuves, notamment dans la Somme, permit à l'armée allemande de tenir la ligne Hindenburg, pratiquement jusqu'aux dernières semaines du conflit, jusqu'aux dernières semaines du conflit, à la fin de l'été 17. Des ministres s'inquiétaient du plan Nivelle, qu'ils percevaient comme fait de rodomontade sur un fond d'incertitude majeure. On savait pertinemment, par exemple, que l'armée russe sur le front Est ne pourrait pas fixer, encore moins attaquer les troupes allemandes. La désorganisation des armées y est là-bas à son comble, comme produit de la Révolution de février. Et du coup, sur le front Ouest, le réalisme militaire aurait dû conduire à se borner à défendre, dès cette époque, les positions existantes en attendant les Américains. Je vous parle ici d'un point de vue militaire. Cette situation, mélangeant le doute et une fausse assurance, aura pour conséquence que le ministère Briand tombera à la mi-mars. Son successeur Ribaut, sous l'influence de Poincaré la guerre, est plutôt soumis au grand quartier général, donc à l'époque de Nivelle. Par contre, le nouveau ministre de la guerre, Painlevé, qui en plus d'être mathématicien fut ministre, est méfiant. Des témoignages, comme ceux d'Abel Ferry, indiquent qu'il le restera, même si l'union sacrée lui interdira de faire entendre une voix discordante. L'offensive Nivelle sera quelque peu différée à cause du mauvais temps et démarrera le 16 avril, dans des conditions météorologiques demeurées très mauvaises, froid, neige, brouillard. Le résultat fut une catastrophe, désormais bien connue et analysée par les historiens contemporains. On ne connaît pas le chiffre exact des pertes, mais cela tourne autour de 100 000 morts et autant de blessés ou de disparus. L'historien Miquel, cite des chiffres pour la première période, du 1er avril au 9 mai, 271 000 Français blessés, tués, blessés ou disparus, contre 163 000 Allemands. Ceux-ci ne laissent entre les mains alliées que 39 000 prisonniers, toujours du point de vue militaire. À cette défaite militaire s'ajoute une impréparation, là encore bien connue aujourd'hui,
des structures sanitaires et médicales pour soigner les blessés. Un sous-dimensionnement incroyable qui laissa sans soin 75% des blessés. Sous-dimensionnement en termes d'hôpitaux de campagne et sous-dimensionnement en termes de transport ferroviaire. Un chaos épouvantable marqua les lignes de l'arrière, là où les blessés auraient dû recevoir les premiers soins. Mais dans des conditions où cela ne fut pas possible pour la majorité des blessés, dont la mortalité fut considérable, le tout aggravé par la criante insuffisance des capacités de transport vers les hôpitaux de l'arrière. Cette offensive ratée aurait dû normalement entraîner un arrêt des assauts du côté français et un repositionnement essentiellement défensif, mais il n'en fut rien. À la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, le début du mois de mai furent marqués par de nouveaux assauts voués à l'échec, comme ceux de l'offensive du 16 avril, mais dans une situation psychologique des soldats totalement différente. Avant le 16 avril, l'idée dominante était « on va donner le coup décisif qui va disloquer l'armée en face et les contraindre à signer la paix ». L'aspiration à la paix avait donc pris cette forme d'un assaut ultime pour en finir. Je crois pouvoir dire que jusqu'à cette date, les événements survenus en Russie n'avaient pas eu encore beaucoup d'impact auprès des poilus. Le caractère révolutionnaire de la chute du tsarisme, pour ceux qui en eurent connaissance à ce moment-là, soit leur échappait, soit était perçu comme une sorte de 1789 un peu tardif. Le sentiment dominant devait être une sympathie spontanée de soldats citoyens pour la chute d'un autocrate du type de celui dont nos ancêtres avaient débarrassé la France, alors monarchiste, mais sans aller beaucoup plus avant dans l'analyse. On constatera qu'après le 16 avril, la réflexion va s'approfondir à ce sujet, sans pour autant être en mesure de tirer de façon consciente les leçons de la révolution russe de février. La conscience collective, instinctive de beaucoup de poilus intégrera ce que j'appellerais le droit à la subversion contre l'arbitraire. Résultat du 16 avril et de ses suites, on se retrouvait avec des pertes innombrables et des gains dérisoires en termes de terrain conquis sur ceux d'en face. Le moral était au plus bas. À peine les unités saignées à blanc par l'offensive du 16 s'étaient-elles repliées à l'arrière pour prendre du repos, que l'ordre de remonter en première ligne pour lancer de nouveaux assauts tombait sur des poilus épuisés, traumatisés par les horreurs subies, rendus fous, le fameux shell-shock ou obusite, par la grêle d'obus qui était tombée sur eux et par les mitrailleuses adverses qui les avaient cloués au sol au cours de leur assaut escalade. C'est donc dans ces positions de repli, de désarroi et de relatif repos que la révolte mûrit et prit de l'ampleur. Alors quel était le contexte immédiat ? Des mutineries dans l'armée française durant la guerre de 14-18 se sont produites avant que fût venu le temps de l'offensive Nivelle sur le front de Champagne, sans aucun doute. C'est ainsi que le 14 mai 1916, à Verdun, le 140e régiment d'infanterie, qui venait de participer à de durs combats, est rappelé en ligne le soir même de son retour aux tranchées. De nombreux soldats se cachent et l'effectif du 2e bataillon est réduit de moitié. Une condamnation à mort est prononcée. D'autres mouvements d'indiscipline collective se manifestent dans le secteur de Verdun entre juillet et novembre 1916, occasionnant l'exécution après jugement, entre guillemets, de 7 mutins et la condamnation de 62 soldats. Le 30 avril 1916, ça commence comme ça, la 2e compagnie du 96e RI, régiment d'infanterie, sur le chemin des Dames, refuse de monter en ligne. 4 soldats sont condamnés et exécutés à Roncy le 23 mai. 4 premiers fusillés pour l'exemple de l'année en question. Mais l'amplitude est maximale, le vrai saut qualitatif, c'est la fin du printemps 1917 et le début de l'été. C'est à ce moment-là qu'il se produit. Il est assez compréhensible que les actes de refus de remonter au front se soient surtout manifestés à l'arrière, car sur le front, à part la fuite éperdue au hasard, avec les risques que cela comporte, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de manifester son refus. Sous le feu adverse, le choix n'était pas possible, ou moins possible, car les poilus récalcitrants ne pouvaient pas se concerter et prendre une décision collective. L'enfer des bombardements incessants, de l'ordre de 4 obus à la minute, quelquefois, rendait seulement possible le fait de subir. Mais c'est en 1917, sur le front de Champagne, que le refus de la guerre s'est exprimé de la façon la plus massive, et ce de façon diverse, allant de la tentative individuelle, ou à quelques-uns, pour tenter d'échapper à l'enfer des combats et à des refus collectifs de grande ampleur. Les principaux incidents collectifs, on l'appelle des incidents, s'étendent du 29 avril au 24 juillet pour la phase principale. Sont surtout concernées les unités de première ligne, dans le secteur du chemin des Dames après l'échec de Nivelles, puis le mouvement se déplace vers l'est, par contagion géographique et ou par effet d'entraînement. Le 4 mai 1917 a accueilli dans l'Aisne une compagnie, environ 250 hommes,
du 321e RI refuse de monter en ligne. Il manque 61 soldats au commandant de Cotenson. La plupart rentrent au cantonnement lorsque le régiment est ramené au repos. Le 128e RI, au repos le 15 mai, après de violents combats sur Brimont, est déçu parce qu'il attendait un long repos qui lui est refusé. Le lendemain, les événements s'enchaînent à Prouilly et les soldats refusent de remonter en ligne. L'un des 7 hommes déférés devant le Conseil de guerre et condamné à mort, le soldat Breton, instituteur dans le civil, réussit à faire passer une lettre à Anatole France qui en informe ses amis politiques et tous les condamnés sont graciés sur demande du ministre de la Guerre Paul Pinlevé. Les recours en grâce ont été suspendus, malgré tout cela, sous la pression du nouveau général en chef Pétain, mais des élus, des réseaux d'opinion, la Ligue des droits de l'homme, etc., imposent au pouvoir élu de composer. Et donc au GQG du même coup, la mise au repos des unités ayant participé à l'offensive du chemin des Dames, loin de calmer les esprits, permet un déplacement et une généralisation du mouvement. Les villages du Tardenois, notamment, bruissent de rumeurs et de mécontentement. La 41e division d'infanterie mise au repos à Ville-en-Tardenois est ressortie épuisée des combats de Brimont. Le 1er juin 1917, le 23e, puis le 133e RI protestent contre leur déplacement à Bouffigneux dans l'Aisne, prélude incontestable à une remontée en ligne. La confusion règne alors. Plus de 2000 soldats se rassemblent sur la modeste place de la mairie de Ville-en-Tardenois et s'en prennent au bureau de l'état-major qui est installé. Le général Bulot, qui tente de caler les esprits, est pris à partie au cri de buveur de sang ou assassin. Les étoiles lui sont arrachées. Le général Mignot réussit à ramener le calme en promettant que les 2 régiments ne remonteront pas en ligne à brève échéance. Une véritable nouveauté surgit lorsque le 2 juin 1917, une partie du 70e BCA, qui n'a pas participé à l'offensive Nivelle, se mutine à Beuvardes. C'est bien le signe de la propagation du mouvement et de la lassitude des soldats. La génération du mouvement a lieu fin mai, début juin 17. La raison en est simple et révèle bien le caractère fondamental du problème. Des soldats de plus en plus nombreux sont persuadés que les unités qui ont protesté en premier ont obtenu leur retrait du front pour une longue période de repos. Après le 10 juin, le nombre des mutineries décroît de façon significative, même s'il est encore possible d'identifier 6 mouvements en août, le dernier semblant être le mouvement du 150e RI à Senoncourt le 5 septembre. Quelles ont été les formes d'organisation des mutins? Elles sont parfois très élémentaires, parfois plus élaborées. Souvent, les mutins ont désigné des délégués comme porte-parole de leurs revendications. Il fallait, vous le pensez bien, être très courageux pour être délégué, car les officiers supérieurs n'hésitaient pas à les menacer, voire à les faire arrêter, et la suite. Alors, à Missy-au-Bois, il est intéressant de voir ce qui s'est passé au début du mois de juin à Missy-au-Bois, qui a été immortalisé, entre guillemets, par l'écrivain Jolinon. Que réclament les soldats? Il est juste d'écrire, comme le fait l'historien Le Naour, qu'à la diversité des formes de refus, de la rouspétance à la désobéissance caractérisée, correspond en effet une diversité des revendications. Les rebelles du 370e RI, retranchés dans Missy-au-Bois qui ne veulent plus remonter en ligne, ont fait connaître par écrit leur doléance le 5 juin. Les hommes dénoncent en premier lieu la difficile situation de leurs femmes à l'arrière, la cherté des prix, les allocations qui ne sont pas relevées et le charbon qui manque. Ils s'en prennent également à la presse qui bourre les crânes et aux profiteurs qui transforment le sang en or. Avec beaucoup de précautions et d'euphémismes, les mutins reviennent ensuite sur la conduite militaire de la guerre, pointant la quantité de gaffes qui ont été commises et qui ont coûté la vie à tant de soldats, notamment les tirs trop courts des artilleurs français. S'ils étaient trop courts, c'est qu'ils tombaient sur les lignes françaises. On fustige aussi la réserve des troupes alliées. C'est toujours les Français qui s'y collent. On confesse la déception qui a suivi l'échec de l'offensive en avril, et on regrette que le gouvernement ait refusé aux socialistes français le droit de participer à la conférence de Stockholm pour y discuter de la paix de compromis, puisque au même moment, il y avait tout un mouvement au sein de la Deuxième Internationale sur la question de la conférence de Stockholm, une espèce de réveil qui n'a d'ailleurs pas été très loin. Mais enfin, pour les soldats, cette conférence de Stockholm était devenue comme une référence très importante. Et puis, dénonciation des exercices inutiles dans les cantonnements. On ne réclame pas formellement la paix dans ce papier, mais elle est bien présente dans le fond du texte, lu et approuvé par l'ensemble des révoltés. Si nous poursuivons la guerre jusqu'à la victoire définitive par les armes, qu'on nous promet et qui s'éloigne chaque jour, nous arriverions à la destruction complète de la France. 2 témoignages relatent d'autres situations où il y a une ébauche d'organisation. Il faut comprendre la difficulté, pour aller plus loin, que les réactions spontanées dans la situation où se trouvaient les poilus du refus collectif. Par exemple, Bartas témoigne dans ses fameux carnets de guerre. Vous savez, Bartas, c'est ce tonnelier qui a fait toute la guerre, le caporal Bartas, et dont l'historien Rémi Casals a publié les souvenirs, enfin les carnets,
chez Maspero, je crois que la première édition que je l'ai en ma possession, ça doit être 1972. Pas d'hier, mais comme le lecteur. Le 30 mai à midi, il y eut même une réunion en dehors du village pour constituer, à l'exemple des Russes, c'est Bartas qui le dit, un soviet composé de 3 hommes par compagnie qui auraient pris la direction du régiment. À ma grande stupéfaction, on vint m'offrir la présidence de ce soviet, c'est-à-dire pour remplacer le colonel. Rien que ça. On voit ça d'ici. Moi, obscur paysan qui lâchait ma pioche en août 14, commandait le 296e régiment. Cela dépassait les bornes de la vraisemblance. Bien entendu, je refusais. Je n'avais pas envie de faire connaissance avec le pot de l'exécution pour l'enfantillage de Saint-Gélius. Réalisme de Bartas, prudence, je vous laisse apprécier. Le processus s'appuie sur la compagnie, regroupant autour de 150 hommes, souvent unité de base de l'action collective. Le choix de Bartas n'étonne pas. Il est connu de ses camarades pour ses opinions antimilitaristes, mais il mesure les difficultés et les dangers de la situation, notamment par rapport au reste du régiment, armé toujours sous le contrôle des chefs et conscience aiguë de l'issue dans ces conditions, d'une révolte isolée, 12 balles de level chargées de m'expédier dans un autre monde avant l'heure fixée par le destin. Mutin, mais lucide. Le cas du 217e RI est également intéressant. On connaît également les désignations de responsables. Ce dernier régiment connaît la discipline la plus longue du printemps 1917. Il descend des tranchées début juin dans la Marne et se voit diriger vers Sainte-Ménoul, où il prend connaissance des rumeurs, mutineries, attaques sanglantes, qui parcourent la zone de l'arrière-front. Certains de ces soldats vivent une situation qu'ils considèrent comme scandaleuse. Ils étaient logés dans un manège sans paille, recouvert de sciure de bois, tandis que les cavaliers jeunes étaient confortablement installés. Une première manifestation a lieu le 3 juin, durant laquelle les soldats crient « À bas la guerre, vive la Révolution ! Nous voulons aller à Stockholm, on en a assez, chacun à son tour la boucherie. » L'embarquement en fin d'après-midi dans un train, en direction du camp de Mourmelon, les hommes pensaient diriger vers un secteur dangereux, donne lieu à des scènes de chaos, avec une fusillade au départ du train et tout au long du parcours. Des balles perdues, causant 2 morts et des blessés, tandis que les mutins poussent des cris hostiles à la guerre et chantent l'Internationale, qui était un marqueur très fréquent de la révolte, comme vous vous en doutez. La première phase de la discipline est donc marquée par un désordre spontané. Mais la seconde phase doit se mettre en place, une mise en ordre parfois spectaculaire, les soldats s'organisant, comme dit l'historien Loez, pour désobéir. Installés dans des baraques au camp Berthelot de Mourmelon, ils doivent partir pour les tranchées le 5 juin. C'est alors que commence un refus de marché qui dure jusqu'au 12 juin, durant lesquels les mutins, tout en respectant les officiers et les règles habituelles assurant la discipline au quotidien dans le camp militaire, s'organisent afin de rester déterminés et soudés pour ne pas monter avant d'avoir obtenu repos et permission. Les officiers n'agissent pas immédiatement dans la crainte d'une confrontation. Ainsi, la désobéissance dans la discipline, ne pas monter mais sans désordre, s'installe durant une semaine entière, tandis que la hiérarchie hésite sur la conduite à tenir dans une complète irrésolution. Les chefs sont désemparés, car ils sont confrontés à une réelle organisation des soldats. La situation au 9 juin est décrite ainsi par le chef du 217e RI. Il écrit « Toutes les unités font bloc, il y a des délégués, les liaisons de jour et de nuit sont établies entre les bataillons, il y a des signaux d'alerte, des organes d'information, des liaisons avec les autres corps de la division et peut-être aussi avec l'artillerie. L'ordre qui règne dans la mutinerie est souligné par le chef de corps. Citation. « Les meneurs préconisent l'union et l'entente, l'obéissance aux ordres des chefs en ce qui concerne le service intérieur, la correction de l'attitude, la discipline du rang, l'ordre dans les corvées, les soins de propreté, l'entretien des armes et des effets de toute nature. » Qui sont ces meneurs? Il est difficile de les connaître, meneurs entre guillemets bien sûr, les archives judiciaires étant absentes. On peut se poser la question. Cette absence d'archives en soi ne pose-t-elle pas déjà un problème? Que s'est-il passé? Évidemment, en temps de guerre, on peut toujours englober une destruction d'archives, jugée gênante par les hiérarchies, dans une destruction plus générale due aux hobbies ennemis. Nous n'en avons pas la preuve, mais si tel est le cas, qu'a-t-on cherché à cacher? Parce que nous savons par exemple que 20% des dossiers concernant les fusillés, par exemple, ont disparu. Et n'en est-il pas de même dans ce cas-là? Alors, revenons à ce qu'on sait. Les meneurs organisent des réunions quotidiennes. Vous entendez bien que je parle le mot meneur, je ne le reprends pas à mon compte. Donc ceux qui organisent, les organisateurs si vous préférez, ils installent une surveillance du camp visant à empêcher les défections que rapportent d'autres officiers. Citation, calme d'ordre extérieur complet, organisation intérieure très serrée,
Police très stricte, assurée par eux-mêmes. Ils ont désigné des chefs délégués, résolus à faire leur volonté, solidaires, 13e et 15e compagnie et 6e bataillon particulièrement organisés. Cette efficacité des chefs délégués dans la maîtrise et le contrôle de l'action s'accompagne de tentatives pour négocier avec le chef de corps. Celui-ci reçoit à 2 reprises un soldat, dont il ne donne pas le nom, et précise que c'est à titre strictement individuel, le soir du 8 juin et le 9 juin au matin. Alors que l'officier lui dit de dire à ses camarades de monter aux tranchées, ce délégué négocie et répond « Nous suivrons nos officiers partout, mais nous demandons préalablement un repos à l'arrière et les permissions qui nous sont dues après nos fatigues. » Comme ailleurs, à la 5e DI par exemple, le retour à l'obéissance est obtenu par un stratagème, faire semblant d'accorder satisfaction en conduisant les troupes vers l'arrière, afin de mieux arrêter les chefs présumés dans un cadre qu'ils ne maîtrisent plus. Et l'historien poursuit, c'est toujours l'ES que je cite là, ils sont condamnés à des peines assez légères sur lesquelles on est mal renseigné, tandis que leur identité sociale nous reste inconnue. Beaucoup d'inconnus, mal renseignés. Et en lisant cela, je ne pouvais m'empêcher d'évoquer le texte de Barbus, qui s'appelle « La vengeance d'en haut », où il décrit, où il évoque les souvenirs d'un poilu, enfin de quelqu'un qui a fait partie de l'encadrement de ce mauvais coup, où 200 à 250 soldats mutins ont été rassemblés, ils ont été regroupés dans des camions. Les camions ont tourné dans tous les sens pendant toute la nuit. On les a conduits dans un secteur sur la ligne de front, qui était, puisque la nuit était favorable, paraît-il, ça s'était un peu arrêté. Enfin, la canonnade s'était un peu arrêtée. On les a demandé de se mettre à plat ventre ou de se regrouper plutôt dans ce bois. Ceux qui les encadraient se sont éclipsés discrètement et on a entendu l'artillerie tirer pendant des heures. Je vous laisse à penser ce qui s'est passé. Alors, après les mutineries, il semble que plus rien ne soit comme avant dans l'armée française. Elle est mise en quelque sorte en attente pour la plus grande partie. Certes, il y a d'autres assauts, comme l'assaut de la Malmaison, mais plus rares, plus ciblés, sur une petite partie du front. Certes aussi, ce sera cette armée, d'après les mutineries, qui soutiendra, ou qui essaiera de soutenir, mais qui parviendra malgré tout, avec les Anglais, les 3 assauts furieux de l'armée allemande en 1918. Car pour ceux qui connaissent un peu la guerre de 14-18, ils savent que fin printemps 18 et été 18, Ludendorff a décidé d'une attaque éclair qui a été à 2 doigts de, disons, permettre à l'armée allemande de s'emparer de Paris. Et ils avaient évidemment largement avancé par rapport à la ligne Hindenburg. Alors je ne veux pas relater cet épisode parce que c'est une histoire en soi. Et les historiens, à ma connaissance, par contre, je peux regretter, se sont peu consacrés à étudier l'état de l'armée française après les mutineries, mais c'est un sujet qui mériterait aussi qu'on s'y intéresse. Alors le nombre de mutineries, je ne veux pas vous les détailler, mais je voudrais quand même dire quelques mots. Compte tenu des découvertes possibles à venir, on est près autour de 200 mouvements de refus qui ont marqué à leur armée. Mouvement étalé sur environ 4 mois et demi, avec une acmé très nette en juin 1917. Les chiffres sont évidemment incertains, mais beaucoup d'historiens ont cherché à minimiser l'ampleur et la signification des mutineries. Or, les estimations les plus récentes autorisent à chiffrer à hauteur de 100 000 les participants à ces mutineries. De plus, pour avoir une idée de l'impact du phénomène dans la seule armée, le chiffre n'est pas à prendre en soi, il est à relier aux effectifs globaux des troupes engagées sur le front. Ces effectifs ne représentent pas la totalité de l'armée sous les drapeaux, puisque ça se dit comme ça. Il faut en défalquer environ un quart affecté à des tâches de gestion administrative et technique, car la bureaucratie est énorme. En d'autres termes, les 100 000 représentent à peu près 10% du total actif, mais répartis essentiellement dans 2 corps d'armée, au combat, entre grosso modo le secteur de Soissons et celui de Mulhouse, soit les 2 tiers du front global, si je prends les choses du point de vue géographique. En d'autres termes, c'est presque toute l'armée française au contact de l'adversaire, sur une ligne de Soissons aux Vosges, à la fin du printemps, durant une partie de l'été 17, qui a été secouée par des mutineries. Alors, j'évoque d'un mot la répression et son ampleur. Face à ces événements dramatiques, la hiérarchie militaire réagit surtout avec la plus grande fermeté. Partout, j'ai dit surtout, partout, et surtout aussi d'ailleurs. Enquêtes de terrain, dont sont également l'objet les officiers accusés de ne pas être assez fermes, arrestations nombreuses, pas moins de 229 soldats après les événements de Ville-en-Tardenois,
mise en accusation de l'alcool, évidemment, présentée comme étant l'origine du mouvement, quand on sait que l'état-major est à l'origine de cette situation sur une vaste échelle de l'alcool distribué à haute dose aux poilus pour qu'il puisse être mis en condition. À chaque sortie offensive hors des tranchées, cet argument destiné à stigmatiser les mutins, il laisse rêveur. La suspension des permissions et les surveillances spéciales des meneurs. Voilà quelles étaient les premières formes de la répression. Le commandement feint parfois de croire que le mouvement a été fomenté par des groupes subversifs. C'est la thèse policière, la thèse du complot. Il faut de ce point de vue distinguer nettement le bruit de l'agitation des motifs de l'agitation. Certes, le chant de l'international, le brandissement des drapeaux rouges improvisés sont significatifs d'un état d'esprit et d'une filiation revendiquée qui n'est ni à surestimer ni à sous-estimer. Bien entendu, ces signes extérieurs de révolte ne révèlent pas à eux seuls l'existence d'une organisation révolutionnaire. Ce sont néanmoins plus que des défouloirs. Ils portent en eux la référence au mouvement ouvrier, la référence à la révolution russe de février 17 et celle aussi à la conférence de la paix qui devait avoir lieu à Stockholm, etc. Au moins 26 soldats ont été exécutés pour des faits collectifs, auxquels il faut ajouter un suicide la veille de l'exécution, une évasion d'extrême justesse, c'est Moulia, le cas Moulia bien connu, mais aussi 31 fusillés pour faits individuels, difficilement séparables des actes collectifs. Le bilan chiffré de la répression, en termes de fusillés pour l'exemple, doit se situer dans une fourchette entre 26 et 57 soldats exécutés. Mais il ne faut pas oublier que ces 412 condamnations à mort qui ont été prononcées durant cette période par la justice militaire, le pouvoir civil, sous la pression d'élus, Ibar Négaré, Paul Meunier, Pierre Brison notamment, d'une partie de l'opinion et d'intellectuels, d'associations comme la LDH, contre l'avis de Pétain, fut amené à commuer ses sentences, à faire commuer ses sentences en d'autres peines. Si le pouvoir militaire avait eu les mains libres, on imagine l'hécatombe totalement libre, on imagine l'hécatombe que des balles françaises eussent produit dans les rangs des mutins. La majorité des exécutions a eu lieu au cours de la période, pendant laquelle les recours en grâce avaient été suspendus à la demande du nouveau général en chef, comme je l'ai dit. Il fut contraint finalement au début de juillet de se rallier au vu du pouvoir civil. Sa stratégie, pour désamorcer la révolte, consista à accorder un grand nombre de permissions, qui parfois atteignirent 50% des effectifs de certaines unités sur secteur. Il renonça aux grandes offensives en attendant que l'armée américaine soit opérationnelle. Un camarade tout à l'heure évoquera les mutineries du côté allemand. Simplement, je signale qu'au même moment, il y avait du côté allemand des mutineries qui également se tenaient, avaient lieu. Alors, quel est le bilan? Quelle sera ma conclusion? Cette période de l'histoire de la guerre de 14-18 a peu à peu émergé du non-dit. Malgré Joseph Joninon, dont je parlais tout à l'heure, le romancier, malgré les députés Jobert, Diane, Brison, Meunier, Laval et quelques autres, elle était une sorte de tabou, comme l'ont été les fusillés pour l'exemple. La vague tricolore de la Chambre bleue Horizon, élue en 1919, et ses suites ont submergé l'histoire comme recherche de la vérité. On a eu raison de déconnecter les deux problèmes, exécution pour l'exemple et mutinerie, car les exécutés pour l'exemple ont été les plus nombreux commencés durant les 5 mois de 1914 et durant l'année 1915, jusqu'au vote des lois à l'initiative de Paul Meunier, visant à retenir le bras de la soldatesque Galenée, qui voulait faire des exemples et des exemples pour cacher sa propre impuissance stratégique. Les nouvelles dispositions auront un effet anticipateur, si bien qu'à partir de la moitié de 1916, le rythme des exécutions se ralentira. L'épisode des mutineries relancera la machine à exécuter pour l'exemple, mais là encore, on l'a vu, les chefs devront composer avec une opinion mobilisée, désenchantée, mais aussi rendue plus vigilante par ce qui venait de se passer. Bientôt, ce sera le ministère Clémenceau qui sera aux manettes, et d'une certaine façon, c'est une autre période de la guerre qui s'ouvre, avec un rôle plus important joué par la politique internationale et un sens aigu de la stratégie politicienne, Malvy et Caillot ayant été éliminés par le Tigre. Mais c'est une autre histoire, et je vous remercie.